Bonjour à toutes et à tous. Merci à vous de prendre le rendez-vous de ce 12h45. Voici le sommaire. L'utilisation des engrais chimiques dans la production des fruits a des impacts tant sur la santé que sur l'environnement. Comment freiner les dégâts liés à ces pratiques? On en parle dans un instant. Et la Bibliothèque nationale est en pleine réorganisation et l'un des importants chantiers de ce projet est le volet numérique. Ses usagers ont été outillés sur cette dématérialisation. Enfin, si la plupart des enfants ont accès à l'éducation, ce n'est malheureusement pas le cas de tous. Apprendre à lire et à écrire est absolument nécessaire pour être intégré à la société. L'alphabétisation comme un enjeu crucial du développement. On reçoit un invité. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Vous le savez, le 11 septembre 2001, des images impressionnantes font le tour du monde. Deux bâtiments, symboles de la puissance des États-Unis, sont la cible d'attaques terroristes. Il s'agit des World Trade Center. Plus de 3000 personnes y laisseront la vie. Depuis 2008, le 11 septembre a été reconnu Journée mondiale de lutte contre le terrorisme. Une occasion pour renforcer la solidarité envers les victimes et leurs familles et raffermir les liens entre les diverses associations d'aide aux personnes touchées par des actes terroristes. Avec le terrorisme devenu récurrent sur le continent africain, cette journée entend sensibiliser sur l'impact social de ces actes sur les populations et ainsi propager le message d'humanité et de paix. Sur un autre registre, riche en vitamines, en minéraux et en antioxydants, les fruits sont des alliés précieux pour un parfait équilibre alimentaire. Mais dans le processus de production, on assiste à l'utilisation des engrais chimiques, un fait qui cause beaucoup de dangers sur la santé du consommateur. Martial Gbetoro et Odette Dossou se sont intéressés au sujet. Nous constatons que les produits sont trop engraissés. Il y a trop d'engrais sur les produits. De quels produits s'agit-il? Des fruits. Considérés comme des aliments idéaux pour la santé, ils sont gorgés d'eau, de vitamines, de fibres minéraux, de calcium et bien d'autres nutriments. Bénéfiques pour un équilibre sanitaire de l'organisme humain, les fruits sont vus de plus en plus comme source d'intoxication alimentaire de par leur qualité. De nos jours, il est plus recommandé de consommer des fruits. Et on vous dirait plutôt d'en consommer jusqu'à 5 différentes portions par jour. Mais ce qui pose problème aujourd'hui, c'est la façon dont ces fruits sont produits. Est-ce que cette façon de produire les fruits n'a pas de conséquences sur la santé? Je vous dirais d'emblée que oui. Les conséquences dont nous parlons peut se retrouver aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte. Et quand je parle de l'enfant, y compris le bébé qui est dans le ventre de sa mère. L'utilisation de l'engrais chimique dans la production des fruits dégrade non seulement la qualité du fruit, mais agit aussi sur le sol. La soif d'avoir des produits d'une certaine grosseur, la soif d'avoir un rendement élevé sur le petit espace qu'on a, cette soif peut amener un producteur à aller vers des engrais chimiques qui ne sont pas adaptés forcément aux spéculations qu'il est en train de faire. Donc il ne faut pas être dans la recherche d'un rendement élevé et de forcément avoir de gros produits et créer des problèmes environnementaux parce qu'un sol sur lequel on utilise des engrais chimiques, ce sol est appauvri à nouveau. Que faire pour freiner l'ampleur des dégâts? Lorsque tous les producteurs auraient pris conscience du danger qu'on court en utilisant des engrais qui ne sont pas adaptés pour produire des fruits qu'on peut consommer directement, nous allons changer de comportement. Si déjà à la base, il y a une réglementation bien définie qui dit quels pesticides peuvent être utilisés sans impacter trop la santé humaine, quel pesticide est à éviter et que cette réglementation soit bien suivie et qu'il y ait des contrôles par rapport à cela, je pense que c'est déjà un début. Informer les producteurs agricoles sur les dangers liés à l'utilisation des engrais chimiques
et les sensibiliser sur les bonnes pratiques à adopter en matière de production des fruits serait un atout pour préserver la santé de tous, mais aussi préserver l'environnement. C'était un reportage signé Marcel Betoro et Obed Dossou. Et vous le savez, la Bibliothèque nationale du Bénin est en pleine restructuration et l'un des importants chantiers de ce projet est son volet numérique. Les usagers de la bibliothèque ont été outillés sur la dématérialisation des services en présence de nos reporters Jean-Claude James et Patrick Niemambo. Réservation par l'eau. Entre la Bibliothèque nationale du Bénin et les acteurs de la chaîne du livre, le langage sera de plus en plus numérique. Un vaste chantier en cours avec quelques avancées, objet de la présente séance d'échange. Le volet numérique qui concerne aussi bien la question de la conservation, la question de l'accès à nos collections, donc au titre de la lecture publique, et la question de la gestion numérique de l'attribution des numéros ISBN, ISSN et de dépôt légal, la question de la gestion du dépôt légal. Donc c'est l'ensemble de ces projets que nous avons présentés ce matin. L'autre objectif essentiel, c'est dire aux lecteurs que nous sommes désormais un peu plus à l'écoute, que nous mettons en place des solutions qui leur permettent d'être plus proches des livres, d'être plus proches des contenus éditoriaux, d'être plus proches de nos lieux de lecture, d'être plus proches des services éditoriaux. En un clic, tout usager de la BNB peut déjà s'offrir un certain nombre de services avec moins de tracasseries. La nouvelle réjouit. Je pense que c'est un travail très formidable et remarquable que fait la Bibliothèque nationale parce que parfois on a besoin de numéros ISBN, on a besoin de déposer des livres et il faut forcément se déplacer d'abord. Mais c'est des dépenses et c'est des temps qu'on perd en fait. Maintenant c'est en ligne, c'est rapide et aussitôt en quelques secondes vous l'avez. Ce sont des efforts très louables. J'ai déjà fait l'expérience une fois. J'ai été très content parce que je dois quitter le bureau à Toribo sitôt, me rendre à Porte Novo, revenir pour d'autres travaux, c'est un peu harassant. C'est un très grand pas qui soulage l'éditeur. Cette rencontre vise également à recueillir les éventuelles difficultés liées à cette dématérialisation pour l'amélioration des services. Et puis je le disais dans les titres, si la plupart des enfants ont accès à l'éducation, ce n'est malheureusement pas le cas de tous. Or, apprendre à lire et à écrire est absolument nécessaire pour être intégré à la société, mais aussi pour recevoir une éducation permettant de travailler, de s'informer et de communiquer. L'alphabétisation comme un enjeu crucial du développement, on installe notre invité. On reçoit donc pour parler de l'alphabétisation ce matin Franck Arnaud Cedro. Il est secrétaire exécutif du réseau national des opérateurs privés pour la promotion de l'alphabétisation et des langues Rénopal. Monsieur Cedro, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être avec nous. Alors déjà, on parle de l'alphabétisation. On sait que nous sommes plus ou moins dans la semaine de l'alphabétisation. Mais dites-nous déjà en quoi est-ce que l'alphabétisation est un enjeu capital pour le développement? Pour les pays comme les nôtres, où le taux d'analphabétisme est très élevé, je rappelle que chez nous au Bénin, actuellement, ce taux est encore de 5 à 7,4%, avec près de 70% pour les femmes. Et pour les personnes âgées de 15 ans et plus, bien sûr. Et quand on regarde dans cette donnée statistique, il y a au moins 40% de la population active qui est concernée. Alors, vous comprenez que pour une population avec une situation d'analphabétisme que je viens de dire là, il est un peu difficile de faire toujours entendre raison sur un certain nombre de choses. Et je vais vous dire que cela explique un peu aussi le manque d'engouement à la question de citoyenneté responsable. On pense toujours que l'État est là-bas.
est l'un de nous. Et donc, les infrastructures que l'État construit, bon, s'il ne veut pas l'entretenir, c'est son problème. Donc, vous voyez, donc, au-delà de cela, si on va dans le domaine de la santé, vous pouvez observer que pour ces populations, la plupart ne sont pas toujours préparées à l'avance par rapport aux conditions qu'il faut avoir autour de soi pour éviter les problèmes de santé. Et donc, vous ne pouvez pas espérer un développement durable avec une population qui est dans ces conditions-là. Alors justement, vous avez ainsi peint un peu la situation. Et au Bénin, vous disiez qu'au plan national, on est à 57,4% de taux d'analphabétisme. Alors, quels sont les freins à l'alphabétisation des populations aujourd'hui au Bénin? Avant le recensement, le RGPH 4 qui a donné ce chiffre-là, le taux était encore plus élevé. Donc, le prochain recensement nous permettra de voir quel pas on a encore fait. C'est pour dire qu'il y a des actions quand même qui se posent. Il y a l'État qui, quand même, à travers la déclaration de politique nationale d'alphabétisation, a opté, pour la lutte contre l'alphabétisation, a opté de mettre en œuvre la stratégie du faire-faire. C'est-à-dire que cette stratégie consiste à déléguer une partie du pouvoir de l'État aux opérateurs privés en matière d'alphabétisation, qui enseignent, qui donnent le cours sur le terrain durant toute la campagne d'alphabétisation. Mais l'État garde quand même son rôle régalien de contrôle suivi et de certification. Aujourd'hui, au Bénin, quand je disais que des efforts sont faits, je voulais déjà d'abord saluer, par exemple, depuis bientôt 2 ans, où pour la première fois, l'État a commencé par financer l'alphabétisation sur fonds propres. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons du fait que l'État ait pris l'option d'arrimer l'alphabétisation à la formation professionnelle. Aujourd'hui, lorsque vous voulez faire une campagne d'alphabétisation, vous devez compter avec les zones de métier, les artisans. Vous voyez. Donc, c'est cet arrimage-là qu'aujourd'hui tout le monde encourage. C'est ça. Il y a la question du numérique aujourd'hui. L'alphabétisation et le numérique, ce n'est pas très évident. Le Renopal, par exemple, avec l'appui de la coopération suisse et avec son membre Sciences ONG, nous avons élaboré une plateforme de bibliothèque numérique en langue nationale. Bibliothèque numérique en langue nationale. Où les néo-alphabètes peuvent avoir accès à une telle bibliothèque pour aller chercher des documents et lire. Dans leur langue. Dans leur langue. Donc tout ceci mérite d'être davantage accompagné. C'est ça. Et pour moi, sur le terrain, il y a de la disponibilité, il y a la demande, mais il n'y a pas suffisamment de moyens pour répondre à toutes ces demandes-là. Aujourd'hui, l'État a commencé par faire des efforts dans ce sens et je viens de saluer ça. Nous, on aurait souhaité que l'État puisse faire mieux. Parce qu'au moment où les partenaires accompagnent directement, je vais parler des financements Fast Track, et le nombre de personnes que la fédération couvre est plus élevé que ce qu'elle couvre aujourd'hui. Et je pense que pour l'État, c'est un début. Regardez le PAG, faire la promotion de la culture, de l'artisanat et du tourisme. Oui, tout à fait. Vous voyez, tout ça. C'est un accent particulier qui est mis dessus. Et ça ne peut pas se faire sans que ces artisans-là ne soient suffisamment alphabétisés. Les artisans, même sans la langue. Vous voyez. Donc, c'est une grande opportunité pour nous dans le milieu. Habituellement, aujourd'hui, l'État vient de prendre encore la décision pour que les épreuves de certification des métiers, certificat de qualification des métiers, puissent se faire désormais en langue nationale. Et ça confirme le fait que nous disions que la grande partie des alphabétistes sont constitués également des artisans. Cette année, qui est la 57e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation, l'UNESCO a choisi ce thème, transformer les espaces d'apprentissage d'alphabétisation
pour nous amener à repenser ces espaces d'apprentissage, d'alphabétisation, à les repenser au point de les rendre un peu plus attrayants, au point d'assurer la résilience et une éducation de qualité, équitable et surtout inclusive. Oui, accessible à tous. Accessible à tous, de faire en sorte que personne ne soit laissé en rade. Et donc, il s'agit donc d'offrir des opportunités de mode d'enseignement-apprentissage en langue nationale, un peu comme on retrouve dans le système éducatif formel. On pourra utiliser le numérique, on pourra utiliser toutes les autres formes de méthodes qu'on a l'habitude d'utiliser. On doit offrir ces opportunités-là pour que tout le monde puisse pouvoir y avoir accès. Merci d'être passé sur ce plateau. Ça m'a de vous remercier. Ce sera tout pour le journal, ce 12h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, le 3, www.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 19h45.